Au milieu de l'Atlantique Sud, à plus de 2000 km du point habité le plus proche, se trouve Tristan da Cunha. C'est un groupe d'îles sous contrôle britannique, mais une seule abrite une population permanente. Une communauté d'un peu plus de 200 personnes y vit. L'accès se fait uniquement par bateau et seulement à certaines périodes de l'année. Georgetown est le seul village. Toutes les habitations, les routes et les cultures y sont concentrées. Les contacts avec l'extérieur ont lieu à des moments précis, avec les approvisionnements arrivant d'Afrique du Sud et les ressources récoltées en mer. Il n'y a ni commerce, ni services traditionnels. Tout est partagé, organisé en groupe, et on se débrouille avec les moyens du bord. Tout le monde naît, grandit et vieillit sur la même île. À quoi ressemble la vie dans un endroit aussi isolé et quel secret recèle une communauté qui n'est jamais partie? Bienvenue à Mandare. Commençons. Le jour où Tristan da Cunha est né. Voici comment est née l'île la plus isolée du monde. Le navigateur portugais Tristan da Cunha a localisé l'île en 1506 et a noté sa position sur des cartes marines. Il a donné son nom au lieu. Il ne l'a aperçu que depuis son navire. Au fil du temps, d'autres marins ont traversé la zone. Certains ont inscrit l'île sur des cartes, mais ont poursuivi leur route sans s'arrêter. Personne ne l'a revendiqué. Pendant de nombreuses années, le site est resté inoccupé. En 1810, Jonathan Lambert, originaire de Salem, dans le Massachusetts, a débarqué avec 3 hommes. Il a déclaré prendre le contrôle de l'archipel sous le nom de Île de la Réforme. Il a déclaré vouloir établir une colonie libre. Il a affirmé qu'il y avait des richesses cachées. Il a affirmé qu'il y avait des minéraux précieux, sans toutefois en fournir la preuve. Son idée était d'établir une communauté indépendante des gouvernements. Lambert et 2 de ses compagnons sont morts en 1812, lorsque leur bateau a coulé alors qu'ils prenaient la mer. Le seul survivant fut Thomas Curry, qui décida de rester. Il continua à y vivre seul. En 1816, le Royaume-Uni envoya des troupes sur l'île. Il voulait empêcher quiconque d'utiliser l'endroit comme base pour libérer Napoléon Bonaparte, emprisonné à Sainte-Hélène. Les forces britanniques occupèrent le territoire et l'incorporèrent à l'Empire. Peu après, les soldats furent retirés. Mais l'un d'eux, William Glass, demanda à rester avec sa femme et ses enfants. Il obtint l'autorisation. Glass s'installa et forma le premier groupe permanent. Plus tard, d'autres hommes se joignirent à eux. Certains étaient des marins échoués. D'autres venaient de Sainte-Hélène. Des femmes arrivèrent également pour gonfler la population. Certaines venaient d'Afrique du Sud. Ils commencèrent à construire des maisons et à planter des pommes de terre. Ils élevaient des animaux et pêchaient. La langue qu'ils parlaient était l'anglais. Chaque famille construisit sa terre avec les moyens du bord. Au fil des ans, la population augmenta. Quelques hommes arrivèrent, presque toujours des marins naufragés ou des visiteurs qui décidèrent de rester. Les femmes étaient peu nombreuses, ce qui marqua le nombre de mariages. La communauté se referma sur elle-même. Ils se mariaient entre eux. Ils utilisaient ce que les navires rapportaient et ce qu'ils trouvaient sur l'île. Le commerce avec les baleiniers leur permettait d'acquérir des outils ou des vêtements. En 1857, le navire Henry B. Paul s'échoua près de la côte. Les insulaires secoururent l'équipage. Certains restèrent. La population augmenta légèrement. Les nouveaux arrivants travaillèrent avec les locaux et participèrent à la vie communautaire. Au fil des ans, le groupe s'organisa sans lois écrites. Il tenait des réunions pour régler les affaires de l'île. Chaque famille collaborait avec les autres. Ils partageaient les outils, aidaient aux récoltes et à la pêche. Si quelqu'un venait, ils en discutaient ensemble. Certains étaient acceptés, d'autres partaient. Les principaux noms de famille se réduisirent à quelques-uns. Glass, Repetto, Lavarello, Green, Rogers. Les générations actuelles sont issues de ces familles. L'isolement obligea le groupe à conserver de nombreuses coutumes inchangées. Les maisons conservaient le même style, construites avec des matériaux simples. Les routes étaient réparées par tous. Le groupe fonctionnait sans autorité extérieure. La vie sur l'archipel resta stable pendant des décennies. Il dépendait des navires qui apportaient des marchandises d'Afrique du Sud.
Ils élevaient aussi des moutons, des poulets et des vaches. Ils partageaient une boulangerie. Chacun avait son rôle à jouer. C'est ainsi que la communauté s'est formée. D'un marin américain, d'un Écossais avec sa famille, de marins naufragés et de femmes venues en couple, un village est né, qui vit encore aujourd'hui. Personne ne l'a conçu. Il s'est construit avec les moyens du bord, au milieu du vent, du brouillard et des vagues. Travail, loisirs et routine dans un village calme et tranquille. À Tristan da Cunha, les activités quotidiennes sont dictées par le climat et les besoins de l'île. La journée commence tôt, presque toujours par des activités en plein air. La pêche est l'une des principales occupations. Certains habitants descendent au quai pour vérifier les filets, réparer les moteurs des bateaux ou pêcher. Ils utilisent des techniques simples, sans équipement industriel. La mer fournit une partie de leur nourriture et aussi un produit à échanger. D'autres s'occupent des cultures. Les pommes de terre poussent mieux sur ce sol volcanique. Il existe des parcelles partagées où les semis se font par roulement. Chaque famille s'occupe de sa part et participe à la récolte. Il y a aussi ceux qui arrosent, désherbent ou réparent les clôtures. Ils n'utilisent ni engrais ni machines modernes. Tout se fait avec des outils simples. Une partie du village s'occupe des animaux. Ils élèvent des vaches, des moutons et des poules. Les vaches fournissent du lait et de la viande, les moutons de la laine et les poules des œufs. Les tâches sont partagées. Certains traitent le lait, d'autres nettoient les étables, d'autres encore fabriquent du fromage ou préparent la viande pour le stockage. Chacun a un rôle à jouer pour garantir à tous les besoins essentiels. La boulangerie du village est ouverte à heure fixe. On y fabrique du pain pour tous les foyers. Le four fonctionne par roulement. On utilise du bois de chauffage. On prépare parfois des biscuits ou des petits pains si les ingrédients sont disponibles. Les ingrédients arrivent par bateau de ravitaillement ou sont soigneusement stockés pendant des mois. Il y a aussi un petit atelier où l'on répare les appareils. Moteurs, générateurs, outils et radios y sont réparés. Il n'y a pas de techniciens extérieurs. Les habitants de l'île apprennent les uns des autres à réparer les appareils. Ils partagent les pièces détachées et utilisent celles qui arrivent sur les bateaux. Les enfants vont à l'école. Ils ont cours pendant la semaine dans une seule salle de classe. Ils étudient les matières de base, anglais, mathématiques, géographie et quelques sciences. Un enseignant local enseigne à tous les niveaux. Après l'école, ils aident à la maison ou jouent dans les champs. Ils n'ont pas accès à Internet ni à la télévision par câble en permanence. Les activités se déroulent en plein air. Football, randonnée et jeux de rattrapage. Le médecin de l'île assure des consultations quotidiennes. L'infirmerie est ouverte pour répondre à tous les besoins. Coupures, douleurs, examens et accouchements sont soignés. En cas de problème plus grave, ils contactent l'Afrique du Sud par radio pour demander de l'aide ou planifier une évacuation. En semaine, des réunions informelles ont lieu. Parfois, ils se réunissent pour discuter des problèmes du village. D'autres fois, ils s'organisent pour des tâches communes. Déblayer les routes, réparer les toits, peindre les bâtiments. Tout est fait par plusieurs personnes. Il n'y a pas de chef permanent, mais chaque tâche est confiée à des responsables respectés par les autres. Les repas sont préparés dans chaque maison. Ils utilisent ce qu'ils ont sous la main. Pommes de terre, poissons, moutons ou bœufs, pain du four commun et quelques conserves s'il en reste. Parfois, des fruits ou des légumes sont apportés par bateau. S'il y a du lait, on fabrique du beurre. S'il reste du temps, on prépare des confitures avec des fruits de saison. Les week-ends sont consacrés au repos ou au rassemblement. Des fêtes sont organisées pour les anniversaires ou les nouvelles de l'extérieur. Il arrive aussi qu'il y ait des jeux de cartes ou des matchs de football. On y chante aussi ou on joue de la musique sur des instruments simples. Chacun apporte sa contribution au groupe. À Tristan da Cunha, la vie quotidienne est rythmée par le temps, la mer et les ressources disponibles. Tout se fait ensemble, avec les moyens du bord. Une île sans aéroport ni Wi-Fi stable. Voilà comment ils se connectent au reste de la planète. Tristan da Cunha est situé au milieu de l'Atlantique Sud, à plus de 2000 km de toute côte.
Le seul accès possible est par la mer. Elle ne possède ni aéroport ni piste d'atterrissage. Les bateaux qui arrivent partent du Cap, en Afrique du Sud. Il n'y a que 8 à 10 voyages par an. Le trajet dure près d'une semaine, si la météo permet une navigation ininterrompue. Les navires qui font le voyage sont des navires de ravitaillement scientifique ou de soutien logistique. Ils apportent des médicaments, de la nourriture, du carburant, des outils et du courrier. Ils amènent parfois aussi des visiteurs autorisés. L'embarquement a lieu à marée basse. En cas de vague, les navires restent au mouillage et la cargaison est transférée par de plus petites embarcations. Les lettres et les colis arrivent lors de ces mêmes voyages. Le courrier est organisé par roulement. Les enveloppes, les boîtes et les commandes sont séparées pour chaque famille. Il n'y a pas de bureau de poste à proprement parler. Tout est distribué dans la salle communautaire. Certaines enveloppes mettent des mois à arriver selon la période de l'année et la disponibilité des transports. Pour communiquer avec le monde extérieur, les habitants utilisent une connexion satellite. Elle fonctionne à des heures précises et avec un signal limité. Un point fixe permet d'envoyer des messages ou de consulter ses emails. Le débit est lent et ne permet pas des appels vidéo fluides. Malgré cela, c'est le seul moyen de communication constant avec le reste du monde. Une station radio est utilisée en cas d'urgence. Elle communique avec les navires à proximité, l'Afrique du Sud ou les agences britanniques. L'appareil est allumé quotidiennement pour vérifier son fonctionnement. Il est utile en cas de tempête ou d'évacuation. Il sert également à envoyer des bulletins météorologiques. Une ligne téléphonique satellite partagée est disponible dans le village. Elle est utilisée selon des horaires fixes et est contrôlée par le gouvernement local. Elle est réservée aux appels essentiels. Les familles peuvent appeler leurs proches éloignés, mais doivent prendre rendez-vous. Chaque conversation est limitée dans le temps. Les appels sont enregistrés pour surveiller l'utilisation. L'accès à Internet, en période de travail, est disponible dans un centre public. Les gens sont autorisés à envoyer des courriels, à lire les actualités ou à faire des courses. Les réseaux sociaux se chargent lentement. Il est impossible de regarder des vidéos ou des diffusions en direct. Les élèves utilisent cette connexion pour leurs devoirs. Ils se connectent en groupe pour optimiser le temps imparti. Les nouvelles de l'étranger arrivent par radio à ondes courtes ou par courrier. Les journaux sont reçus à des semaines d'intervalle. Certains résidents écoutent des stations sud-africaines ou britanniques si le signal le permet. Certains enregistrent également des émissions de radio pour les écouter plus tard. Les documents officiels, tels que les passeports ou les actes d'état civil, sont traités avec l'aide des bureaux britanniques à Sainte-Hélène. Tout se fait par courrier. Lorsqu'une personne a besoin d'un document juridique, il est rempli à la main, envoyé par le navire suivant et une réponse est attendue. Le processus peut prendre plusieurs mois. L'arrivée de chaque navire est annoncée plusieurs jours à l'avance. La population s'organise pour décharger le matériel et recevoir les commandes. L'arrivée d'un navire est un événement important. Elle peut aussi apporter des nouvelles de proches vivant à l'étranger ou des produits introuvables sur l'île. Ces jours-là, tout le monde travaille ensemble pour assurer un déchargement rapide. La communication avec le monde extérieur est limitée, lente et fragile. Néanmoins, les insulaires maintiennent le contact avec le reste du monde par les moyens dont ils disposent. Que se passe-t-il si quelqu'un tombe malade dans l'endroit le plus reculé de la planète? L'île dispose d'un centre médical qui fait à la fois office d'hôpital, de cabinet médical et de pharmacie. Il est situé à Georgetown, près du centre-ville. Il est suivi par un médecin généraliste, accompagné d'une ou deux aides-soignantes. Un dentiste travaille également en CDD pendant certaines périodes. Le centre médical dispose d'une salle de consultation, d'un petit espace d'observation des patients, d'une salle d'urgence et d'un local pour le stockage des médicaments. Il dispose également d'équipements pour les radiographies de base, bien que limités. Les instruments arrivent d'Afrique du Sud et sont vérifiés à chaque livraison. Les consultations ont lieu à heures fixes tout au long de la semaine. Les résidents viennent pour des examens de contrôle, des rhumes, des problèmes digestifs, des douleurs musculaires ou un suivi médical. Les accouchements simples sont assistés sur place, mais en cas de complications,
des transferts hors de l'île sont organisés. Le centre mène également des campagnes de vaccination, prélève des échantillons et délivre des ordonnances. La distribution des médicaments est soumise à un contrôle strict. Les stocks d'antibiotiques, d'analgésiques, de vitamines, d'antihistaminiques et de crèmes sont limités. Chaque dose est administrée sous surveillance. Si un médicament manque, il est demandé sur le bateau suivant, et l'attente peut durer des semaines. Par conséquent, les médicaments sont administrés avec soin. Le médecin évalue chaque cas avant de délivrer un médicament. Le dentiste traite les problèmes courants tels que les caries, les extractions ou les détartrages. Il utilise des instruments simples. Les fauteuils dentaires sont adaptés aux espaces restreints. En l'absence d'un spécialiste, le personnel local prend en charge les soins d'urgence ou administre les analgésiques jusqu'à l'arrivée d'une personne formée. Les détartrages généraux sont planifiés par roulement. Pour les urgences, le centre dispose d'une civière, d'oxygène, de perfusion, d'un défibrillateur et de trousses de premier secours. En cas d'accident ou de problème grave dépassant la capacité de l'établissement, une évacuation est coordonnée. Celle-ci se fait par radio ou par satellite avec les services médicaux sud-africains. Un bateau ou un hélicoptère est parfois envoyé depuis un autre point de l'Atlantique selon les conditions. Les transferts médicaux hors de l'île nécessitent une organisation communautaire. Une personne est choisie pour accompagner le patient et les fonds sont mutualisés entre les familles pour couvrir une partie des frais. Dans certains cas, les transferts sont pris en charge par le gouvernement britannique ou par des assurances spécifiques couvrant les résidents. Les résidents reçoivent une formation de base au premier secours. Le personnel local est formé à l'immobilisation des plaies, à l'arrêt des saignements, à la pose de bandages et à l'administration de médicaments simples. Certains insulaires se portent de volontaires pour des soins de santé, notamment des bilans de santé réguliers et une aide à la vaccination. Le centre est nettoyé quotidiennement. Les outils sont stérilisés à la chaleur ou par des solutions chimiques. Des gants, des masques et des blouses sont portés lors des soins prodigués à une personne présentant des symptômes respiratoires ou des infections cutanées. Un inventaire du matériel disponible est effectué chaque semaine. En cas d'épidémie de grippe, de conjonctivité ou d'otite, toutes les familles sont prévenues afin d'éviter toute propagation. Les enfants présentant des symptômes sont gardés à domicile. Les personnes âgées souffrant de maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle ou le diabète sont également suivies. Des visites à domicile sont effectuées si une personne est incapable de marcher. Le centre médical est un élément essentiel de la vie à Tristan. Sans lien direct avec les grands hôpitaux, les soins quotidiens reposent sur les connaissances locales, les fournitures disponibles et la réponse de la communauté. Tout est géré avec les moyens du bord. Penmaison, pêche et troc. Voilà ce que l'on mange à Tristan da Cunha. À Tristan da Cunha, la cuisine se base sur les richesses de l'île et sur ce que les bateaux rapportent d'Afrique du Sud. Le régime quotidien comprend du poisson, du mouton ou du bœuf, des pommes de terre, du pain cuit au four commun et des conserves ou des produits secs soigneusement conservés. La fraîcheur des produits dépend de la météo et de la saison. La pêche fait partie intégrante du travail quotidien. Les hommes partent en petits groupes et ramènent du thon, du homard et des poissons plus petits. Les homards sont congelés ou bouillis. Certains sont conservés pour la consommation locale, d'autres sont exportés. Le poisson est nettoyé à la maison, frit, cuit au four ou cuisiné en soupe. Certains le conservent avec du sel pour le conserver plus longtemps. Les pommes de terre sont cultivées sur des parcelles communes. Chaque famille cultive ses terres et récolte la récolte au moment opportun. Les graines sont stockées d'année en année. Le sol volcanique offre de bons rendements. Oignons, choux et carottes sont également cultivés lorsque le temps le permet, mais en plus petite quantité. Les cultures sont irriguées à la main ou avec des systèmes simples. Les outils sont rudimentaires, sans machine. La viande provient du bétail élevé sur l'île. Les vaches et les moutons sont élevés en plein air et se nourrissent d'herbes naturelles. Lorsqu'un animal est nécessaire, plusieurs personnes le sélectionnent et l'abattent. La viande est répartie entre les familles et stockée dans des congélateurs communs. Des saucisses maison sont également préparées. Les os servent au bouillon.
Les poules fournissent des œufs frais. Certaines familles possèdent leur propre poulailler. En cas de surplus, ils sont partagés ou utilisés pour faire des pâtés. On élève également des canards. L'alimentation des oiseaux est complétée par les restes de nourriture et les récoltes des champs. Le pain est fabriqué dans une boulangerie du village, équipée d'un four à bois. On y prépare des petits pains, des pains ronds et des biscuits simples. La farine arrive du continent en sac. Lorsque du beurre ou du sucre sont disponibles, on prépare des bonbons ou des gâteaux. Les recettes se transmettent de génération en génération. Les conserves et les produits secs sont conservés pendant des mois. On y trouve du riz, des nouilles, du lait en poudre, des confitures, du thon, de l'huile, des biscuits et des condiments. Du thé, du café et du chocolat chaud sont également disponibles à l'arrivée du navire. Chaque famille dispose d'un local de stockage où elle organise ses provisions. Les achats sont effectués à l'avance, à partir d'un catalogue, et livrés à l'arrivée du navire. Les fruits frais sont rares. Parfois, les pommes, les oranges ou les bananes arrivent dans des boîtes réfrigérées. Elles ne se conservent pas longtemps et sont donc distribuées immédiatement. Sur l'île, on trouve des arbustes où poussent des mûres. On les utilise pour faire des confitures ou des jus. Des plantes locales sont également récoltées pour des infusions ou des remèdes simples. L'eau potable est obtenue grâce à des réservoirs d'eau de pluie et des filtres. Chaque maison possède son propre système. En période de sécheresse, son utilisation est limitée. L'eau sert à boire, à cuisiner et à laver les aliments. Les jours de vent ou d'orage, les raccordements sont vérifiés pour éviter les fuites. La cuisson se fait sur des cuisinières à gaz ou au bois. Chaque maison a sa propre configuration. On y prépare des ragoûts, des soupes, de la viande au four, du poisson frit, des pommes de terre à l'eau et des tourtes à la viande. Les recettes sont simples, réalisées avec les ressources disponibles. Pour les occasions spéciales, des plats plus élaborés sont préparés. La nourriture est préparée pour durer jusqu'au prochain bateau. Elle est congelée, conservée, séchée ou partagée entre les membres de la communauté. Tout est utilisé avec soin. Bien manger à Tristan d'Acunha est une question de prévoyance et d'entraide. Georgetown. Le seul village où chaque maison a une histoire et une fonction. Georgetown est le seul village habité de Tristan d'Acunha. Il est situé au nord de l'île, près de la mer, dans une zone plate protégée par des collines. Toutes les familles y vivent dans un espace restreint et compact. Les maisons sont séparées les unes des autres par des chemins de terre et des clôtures basses. Il n'y a pas de grands immeubles ni de structures modernes. Tout est simple. Les maisons sont de plein pied, construites avec des blocs, du ciment et des toits en tôle inclinée. Certaines ont été construites par les habitants eux-mêmes. D'autres ont été rénovées avec l'aide d'équipes venues par bateau. Chaque famille possède sa propre maison, entourée d'un espace pour un jardin, un potager ou un poulailler. Les fenêtres sont munies de volets et les portes sont généralement renforcées par le vent constant. Les rues ne portent pas de nom. Elles sont identifiées par leur proximité avec des lieux clés: l'église, l'école, le centre médical ou la salle communautaire. Les routes sont en gravier compacté. En cas de forte pluie, ils se rassemblent pour niveler le sol à l'aide de pelles et de râteaux. Il n'y a ni trottoir ni lampadaire public, mais certaines maisons sont équipées d'éclairage extérieur alimenté par des générateurs. Le village dispose d'installations collectives: l'église anglicane, l'école Sainte-Marie, l'infirmerie, un bureau administratif, la boulangerie, la salle de réunion et un magasin de fournitures. Tout est accessible à pied. On trouve également un petit terrain de football, un terrain de pétanque et un espace ouvert où les enfants jouent ou organisent des rassemblements communautaires. Les générateurs électriques sont situés dans un hangar près du village. Ils fonctionnent par roulement pour économiser du carburant. L'électricité est distribuée à certaines heures du jour et de la nuit. Chaque maison dispose de prises électriques, d'ampoules et d'appareils électroménagers de base. La consommation d'électricité est régulée pour tous. Le gaz de cuisine est distribué en fonction de la disponibilité des citernes. L'eau est collectée dans des citernes reliées au toit. L'eau de pluie remplit les réservoirs
puis est distribuée aux maisons par gravité. Certaines maisons sont équipées de filtres pour purifier l'eau potable. Il existe également des citernes communes permettant de les remplir si nécessaire. En saison sèche, les usages non essentiels sont limités. Chaque maison dispose d'un espace arrière où sont stockés le bois de chauffage, les outils, les matériaux recyclés ou les pièces de rechange. Il n'y a pas de ramassage des ordures ménagères comme en ville. Chaque famille est responsable de l'incinération ou de l'enfouissement de ses déchets. Les métaux et les bouteilles sont stockés pour être récupérés par bateau s'il y a de la place. Pas de maire, pas de police, pas de loi. C'est ainsi que tout se décide. À Tristan da Cunha, l'organisation de la vie quotidienne ne dépend ni des partis ni des positions politiques. Les décisions sont prises par tous lors d'assemblées publiques qui se tiennent périodiquement ou lorsqu'une urgence doit être résolue. Les réunions se tiennent dans la salle communautaire du centre de Georgetown. Des représentants de chaque famille y assistent, mais tous les résidents peuvent y participer. Les réunions sont convoquées sur préavis. Des sujets tels que la réfection des routes, la distribution de fournitures, les réparations urgentes ou les prévisions d'arrivée des bateaux sont abordés. Au début de chaque réunion, une personne note les points en suspens. Un vote à main levée est organisé. La majorité décide. Un administrateur du village est nommé par la communauté. Il est chargé de la tenue des registres, de la coordination des tâches collectives et de la liaison avec les autorités britanniques dans l'Atlantique Sud. Son rôle est pratique: signer les documents, recevoir les notifications et représenter l'île en cas de problèmes externes. Le poste est doté d'une rotation périodique. Les tâches quotidiennes sont réparties par fonction. Un groupe est responsable de la boulangerie, un autre du système électrique. Certains vérifient les réservoirs, d'autres organisent la consommation d'eau. Des personnes sont également responsables de l'école, du dépôt de fournitures et du terrain de football. Chaque tâche est dirigée par un responsable bien défini. Les travaux plus importants sont réalisés ensemble. Si une route doit être réparée, un terrain défriché ou une structure renforcée, une équipe est constituée d'adultes disponibles. Les tâches lourdes sont effectuées par plusieurs personnes, par roulement. Il n'y a pas de salaire. Tout fonctionne en collaboration. Les emplois du temps et les tâches sont affichés sur des tableaux blancs bien en vue dans tout le village. Ils sont mis à jour chaque semaine. Croire, célébrer et rester ensemble. La religion au quotidien. La religion est présente au quotidien dans la communauté de Tristan da Cunha. La majorité des habitants sont de confession anglicane. Ces traditions, arrivées avec les premiers colons britanniques, se perpétuent depuis des générations. L'église du village, située au centre de Georgetown, s'appelle Sainte-Marie et constitue l'un des principaux bâtiments. Les services religieux sont célébrés chaque semaine. L'officiant est un villageois qui fait office de pasteur. Parfois, lorsqu'un religieux de Sainte-Hélène ou du Royaume-Uni est de passage, une cérémonie spéciale est organisée. Le dimanche matin, les familles se réunissent pour des lectures, des chants et des prières. À la fin, une discussion sur les problèmes du village a lieu et des affiches sont distribuées. Le calendrier annuel s'articule en partie autour de dates religieuses. Noël, Pâques, la Pentecôte et la Toussaint sont célébrées. À ces occasions, l'église est décorée de décorations réalisées par les habitants eux-mêmes. Branches, fleurs locales, tissus colorés et dessins d'enfants. À Noël, chants collectifs, échanges de cadeaux faits maison et repas en commun sont organisés. Les familles préparent des plats traditionnels avec ce qu'elles ont sous la main. Gâteaux, pains aux fruits secs et plats à base de viande ou de poisson sont préparés. L'église est décorée de lumières, de guirlandes et de figurines artisanales. Pendant la Semaine Sainte, des moments de recueillement sont organisés. Le Vendredi Saint, on lit l'histoire de la crucifixion et le dimanche suivant, on célèbre la résurrection. Les chants sont accompagnés de guitares ou de flûtes. Chaque famille contribue à la décoration du lieu. Baptêmes et mariages sont célébrés à Sainte-Marie. L'église est décorée pour chaque occasion. Les voisins assistent en tant que témoins et un repas est servi dans la salle communautaire. En l'absence de prêtres résidents, les cérémonies sont célébrées par le chef local ou un visiteur autorisé.
Les naissances sont enregistrées dans les registres paroissiaux et administratifs. La religion influence également certains comportements de la vie quotidienne. Le respect, la coopération et l'entraide sont encouragés. Les anciens apprennent aux plus jeunes à prier, à lire des passages de la Bible et à participer à des activités communes. Les valeurs se transmettent par l'exemple et les coutumes, transmises au sein de la famille. Les funérailles ont lieu au cimetière du village. La cérémonie comprend la lecture de textes sacrés, des paroles du chef de l'église et des chants. Les voisins aident à creuser la tombe, à préparer le terrain et accompagnent la famille. Des couronnes sont confectionnées avec des plantes de l'île et des messages manuscrits sont accrochés. L'enseignement religieux est intégré au programme scolaire. Les élèves lisent des histoires bibliques et apprennent des chants. Ils participent également à des événements spéciaux organisés par l'Église. L'objectif est de leur faire comprendre la signification de chaque date et leur place dans la communauté. La foi est indissociable du reste de la vie à Tristan. Elle fait partie du travail, de l'éducation, des célébrations et des décisions collectives. Il n'y a aucune pression pour y assister, mais la plupart des gens participent. L'Église est entretenue grâce aux efforts de tous. Elle est peinte, nettoyée et réparée en groupe. La religion reste l'un des piliers de la coexistence sur l'île. Cela contribue à maintenir l'unité, la mémoire de ceux qui ne sont plus parmi nous et le sentiment de continuité entre les générations. Quand tout le monde se connaît depuis l'enfance, voilà comment se forment les couples et les mariages. À Tristan d'Acunha, les relations se développent au sein d'un très petit groupe de personnes. Les jeunes se connaissent depuis l'enfance. Ils grandissent ensemble, fréquentent la même école, participent aux activités communautaires et partagent des fêtes. Cela crée des liens étroits dès le plus jeune âge. Les amitiés entre garçons et filles se transforment généralement en relations plus formelles à l'adolescence. Les familles ont peu de secrets. Lorsqu'un couple commence à se voir fréquemment, tout le monde le remarque. Les familles ont tendance à se soutenir mutuellement si elles constatent un traitement respectueux et le partage des tâches communautaires. Il n'y a pas de règles fixes quant à la façon dont les relations doivent débuter, mais elles sont censées être menées avec respect. Les jeunes se rendent visite, se promènent ensemble dans le village, s'entraident dans les tâches quotidiennes ou participent ensemble aux fêtes. Les démonstrations d'affection en public sont discrètes. Les gestes sont simples. L'engagement est confirmé par l'acceptation des deux familles. Il n'y a ni dot ni rituel particulier. Les couples se préparent à partager un logement, à contribuer à la communauté et éventuellement à avoir des enfants. La décision de se marier est discutée entre eux, puis communiquée au groupe. Les mariages sont célébrés dans l'église anglicane du village. L'église est décorée de fleurs, de tissus et de dessins réalisés par les voisins. Les familles cuisinent des plats spéciaux et préparent un rassemblement dans la salle communautaire. La cérémonie est présidée par un villageois autorisé ou un chef religieux de passage, s'il est présent. Après la cérémonie, un repas partagé est servi. Chaque famille apporte quelque chose: viande, pain, friandises, poissons ou boissons. De longues tables sont dressées, des lumières sont allumées s'il y a suffisamment d'électricité, et des chants ou des danses sont exécutés avec des instruments simples. Les célébrations durent jusqu'à la tombée de la nuit, avec la participation de tous les voisins. La plupart des couples vivent dans des maisons attribuées par la communauté. En cas de logement indisponible, un espace est aménagé chez les parents pendant la construction d'une nouvelle maison. Les maisons sont construites à plusieurs, avec des matériaux récupérés lors du dernier navire ou recyclés provenant d'autres constructions. Mourir à Tristan, ce qu'ils font quand quelqu'un décède et comment ils s'en souviennent. Lorsqu'une personne décède à Tristan d'Acunha, la communauté s'organise immédiatement. Les voisins s'informent rapidement. La nouvelle parvient à chaque foyer de Georgetown en quelques minutes. Aucun moyen numérique n'est utilisé. L'annonce se fait en marchant, en frappant aux portes ou en appelant depuis la rue. Le corps est transporté au centre médical pour confirmation et préparation. Le personnel local effectue un examen de base, enregistre les détails et se coordonne avec les autorités municipales. Il n'y a pas de morgue ni de salle spéciale. Une salle préparée à cet effet est utilisée.
avec une ventilation adéquate et des produits de nettoyage. L'enterrement est organisé dans un délai court. L'heure est fixée, l'emplacement dans le cimetière est choisi et les personnes qui aideront aux fouilles sont rassemblées. Les tombes sont creusées à la main, par roulement. Les membres de la famille, les amis et toute autre personne disponible participent. Le terrain du cimetière est entretenu toute l'année pour faciliter les travaux si nécessaires. Le cercueil est construit à partir de bois stockés dans un entrepôt ou de pièces récupérées dans d'autres bâtiments. Certaines familles ont déjà préparé le matériel. Elles l'assemblent avec des clous, une scie et un marteau. L'intérieur est tapissé d'un tissu propre. Une simple croix est placée au sommet, sur laquelle sont inscrits le nom, la date de naissance et la date de décès. La cérémonie a lieu à l'église du village ou directement au cimetière, selon la situation. Un texte biblique est lu, une prière est récitée, et le groupe chante. Les chants sont doux et familiers, et sont chantés sans instrument ou avec une guitare si quelqu'un joue. Le chef religieux, s'il est présent, dirige la cérémonie. Sinon, c'est un voisin respecté qui le fait. Les personnes en deuil se tiennent autour du cercueil en silence. Certains portent des fleurs sauvages cueillies le jour même. D'autres apportent des cartes ou des photos pour marquer l'événement. La famille proche est généralement au premier rang. Il n'y a pas de longs discours ni de rituels complexes. Les adieux se font par des gestes simples. Si quelqu'un souhaite rester, voici ce qu'il doit affronter. Tristan da Cunha reçoit très peu de visiteurs. La distance, le climat et le manque de transport font que presque aucun touriste ou voyageur n'arrive. Lorsqu'un bateau transportant des personnes extérieures au village arrive, la communauté se prépare à l'avance. Une notification radio est donnée, un accueil est organisé et un groupe est désigné pour accompagner les nouveaux arrivants. Les visiteurs ne sont pas autorisés à se déplacer librement sur l'île. Un habitant est toujours présent pour les guider, leur expliquer les règles et répondre à leurs questions. Les zones autorisées sont clairement signalées. Les visiteurs peuvent visiter Georgetown, le port, l'école, le centre médical et certains sentiers environnants. Les terres agricoles et les zones privées sont interdites. La communauté est amicale mais prudente. Les rencontres avec les étrangers sont brèves. Les conversations sont respectueuses, les informations sur la région sont partagées et de petits cadeaux sont échangés. Certains visiteurs apportent des livres, des vêtements ou des outils. En échange, les insulaires offrent du pain, de l'artisanat ou des fruits de mer. Il est interdit de filmer et de photographier librement sans autorisation. Toute personne souhaitant enregistrer des images doit en demander l'autorisation. Les caméras sont visionnées en fin de journée si nécessaire. Toutes les images sont surveillées afin de protéger la vie privée du groupe. Les autorités locales décident de ce qui peut ou non être diffusé. Les travailleurs temporaires, tels que les techniciens, les médecins ou les inspecteurs, sont hébergés dans des logements spécialement aménagés. Un espace, des horaires de repas et des tâches définies leur sont attribués. Ils n'interfèrent pas avec la vie interne du village au-delà du nécessaire. Une fois leur mission terminée, ils repartent avec le bateau suivant. Si un visiteur souhaite rester, il doit suivre une longue procédure. Il doit d'abord expliquer son intention par écrit. Une réunion communautaire est ensuite convoquée. Son profil, ses compétences, son comportement et ses interactions sont analysés. Les décisions hâtives ne sont pas acceptées. La réponse peut prendre des semaines. Si la demande est approuvée, le nouveau résident se voit confier une tâche utile. Il peut aider à la boulangerie, à l'école, aux soins de santé ou à l'entretien du village. Il reçoit également des instructions sur l'accès à l'entrepôt, le fonctionnement du système d'eau, les règles à suivre et les personnes à contacter en cas de besoin. Pendant une période d'essai, la personne vit sous observation. Son attitude, ses efforts et sa capacité d'adaptation sont évalués. Si elle se conforme, un logement permanent lui est attribué. Si elle cause des problèmes, son autorisation de séjour est révoquée. Dans ce cas, elle doit partir par le premier bateau disponible. Les couples mixtes suivent également ce processus. Si un insulaire épouse une personne extérieure et souhaite l'accueillir, il doit d'abord la présenter au groupe. La procédure est la même. Observation, discussion et décision commune sont prises. Si le couple s'adapte, il est intégré.
Sinon, il est invité à chercher une autre option hors du village. Tristan d'Acunha est attentif à son mode de vie. Les personnes extérieures peuvent être accueillies, mais toujours dans le cadre de règles claires. La communauté valorise son équilibre, son rythme et son style unique. Changer quelque chose sans accord n'est pas envisageable. L'isolement n'est pas seulement géographique. C'est aussi un moyen de préserver une structure sociale fondée sur la confiance et l'engagement partagé. Par conséquent, chaque démarche avec une personne extérieure est faite avec prudence, dialogue et détermination collective. Quand tout le monde porte le même nom de famille, ce que l'isolement a laissé dans l'ADN Tristan d'Acunha possède l'une des populations les plus petites et les plus isolées au monde. Tous les habitants descendent d'un très petit groupe de familles. Depuis plus de 2 siècles, il n'y a eu quasiment aucun nouveau membre venant de l'extérieur. Cette répétition des lignées a eu des effets visibles sur la santé du groupe. Les noms de famille se répètent presque à chaque génération. Glass, Green, Repetto, Rogers et Lavarello sont les plus courants. Presque tous les adultes actuels peuvent retracer leur arbre généalogique jusqu'aux mêmes ancêtres. Les combinaisons entre parents éloignés ont été inévitables au fil du temps. Ce schéma a entraîné la persistance de certains traits physiques et problèmes de santé chez les résidents. Des problèmes tels que l'asthme, l'instabilité de la tension artérielle, les migraines et les intolérances alimentaires sont plus fréquents dans certaines familles. Des cas de glaucome et de surdité partielle d'origine héréditaire ont également été détectés. Les médecins qui travaillent sur l'île depuis des décennies ont observé ces répétitions. Certains registres locaux montrent des schémas qui se répètent toutes les 2 ou 3 générations. Des examens physiques réalisés par des professionnels d'Afrique du Sud ou du Royaume-Uni ont permis d'identifier des similitudes génétiques confirmant cette origine commune. Au cours du XXe siècle, des équipes de scientifiques sont arrivées sur l'île pour étudier la situation. Elles n'ont pas mené d'expérience, mais ont recueilli des données médicales avec l'autorisation des habitants eux-mêmes. Elles ont examiné des échantillons de sang, des actes de naissance et des maladies chroniques. L'objectif était de comprendre le comportement d'une population génétiquement fermée. L'une des conclusions a été la forte prévalence du syndrome d'asthme persistant. Une maladie oculaire affectant la vision nocturne chez les personnes âgées a également été détectée. Dans un petit groupe, une mutation liée à une perte auditive progressive a été identifiée. Ces affections n'affectent ni la mobilité ni la vie quotidienne, mais nécessitent un contrôle et une prévention. Malgré ces conditions, la plupart des insulaires mènent une vie active. Ils travaillent, cultivent, pêchent et participent à toutes les tâches du village. La communauté adapte les tâches aux personnes handicapées. Les tâches assignées ne nécessitent pas d'efforts physiques excessifs ou permettent davantage de repos entre les activités. Les naissances sont enregistrées au bureau local. À chaque naissance, son arbre généalogique est enregistré. La répétition de combinaisons proches est évitée. Les familles consultent les aînés ou le personnel médical avant de former un couple. Il n'existe pas de laboratoire d'analyse génétique, mais l'expérience accumulée est utilisée pour prévenir les risques. Lorsqu'un jeune se met en couple avec une perso,